Et bien c'est parti. Ok, bonsoir à tous. Du coup, la plupart d'entre vous me connaissent. Pour qui c'est la première fois au meetup du JS Lyon? Genre, ok, donc toujours un peu la moitié de la salle qui est nouveau. C'est vrai que le JS c'est assez récent et que ça amène de nouvelles personnes et de nouvelles têtes tous les meetups. C'est la troisième édition de JS Lyon. C'est quelque chose qu'on organise avec un de mes collègues qui est absent ce soir parce qu'il s'est marié ce week-end. Enfin, aujourd'hui. Du coup, nous avons fait les premières éditions en février et mars, notamment en collaboration avec l'UJS en mars. Et on avait une petite pause pour un petit peu voir ce qui pouvait amener la communauté à Lyon et un petit peu aussi changer de speaker et trouver de nouveaux sujets. Et d'où Mathieu qui va présenter Next ce soir. Donc on avait vraiment une volonté d'un petit peu ouvrir ça et de faire découvrir de nouvelles choses. Pour le prochain meetup, ça risque d'être en septembre. Donc on vous tient au courant. On ne voulait pas faire de meet-up pendant l'été. Néanmoins, avec Mathieu qui a proposé l'idée sur le Slack, ça serait peut-être intéressant de faire des sessions de codage, des ateliers. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, venez nous en parler à la fin. Ça peut être très intéressant. On est ouvert à toute proposition, à des lieux, à des idées. Pour faire de la communauté, on est totalement ouvert. Et du coup, comme j'en parle sur le Slack, si vous avez des idées ou des volontés, des talks, des endroits à nous proposer, n'hésitez pas à rejoindre le Slack LyonJS, qui est un channel spécial Vue.js qui nous permet de communiquer et d'échanger. Vous êtes tous les bienvenus, même si vous ne participez pas, juste pour suivre ce qui se fait, ce qui se dit, même des conseils si jamais vous voulez. Et là, maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu qui va nous faire un petit talk sur Next.js pendant une heure. N'hésitez pas à le couper si jamais il dure trop longtemps, à sa demande. Non, oui. Ça passe. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer pareil, je vais essayer d'être le plus près du micro, mais je suis un peu grand et le monde est un peu petit, donc on va faire comme je peux. Du coup, excusez mon manque de dynamisme à l'écran. Donc je m'appelle Mathieu, bienvenue ici, ça c'est moi. Je m'appelle Mathieu. À la base, je suis ingénieur en méthode de production, donc dans un atelier et tout. Je fais des pièces mécaniques avec de l'usinage, des tours, des fraises, c'est ma formation. Et puis finalement, je me suis mis à faire du développement parce que j'en avais besoin. Et j'ai commencé par du PHP, puis j'ai découvert Laravel, et puis du JS, un peu de React, un peu de Python, un peu de Symfony, du Vue.js, du Node. Et je viens de builder mes premières applications mobiles natives la semaine dernière. Donc en gros, je suis curieux, comme beaucoup de gens ici, et j'essaye plein de trucs. Donc on se reverra peut-être sur d'autres meet-up, possiblement. Et je vous invite à faire la même chose. Donc je bosse à Link.io, c'est ici. C'est nous. C'est donc une entreprise qui est co-construite, qui a 3 ans. On est maintenant une centaine de partenaires sur Lille, Lyon et Paris. Et on fait de la réalisation et du conseil dans tout ce qui est application web et mobile. Donc à la fois chez le client, soit sur le demande pour de la réalisation chez le client, soit vraiment sur du conseil dans des équipes qui ont besoin de monter en compétences. Et sinon, dans un service interne pour qu'on appelle le booster, où il y a un besoin, on travaille beaucoup pour des startups ou même des grands groupes. Et il y a un besoin et on est là pour y répondre le plus efficacement possible. Et on est bien. Donc voilà, ça c'est mon cadre de travail, c'est juste derrière vous. Et du coup, à la fois on recrute si ça vous dit, et à la fois on cherche des projets. Donc si vous avez des besoins, venez nous en parler. Du coup, pour ce meet-up, j'ai parlé de besoins tout à l'heure. Pour ce meet-up, on va explorer un peu Next, qui est un framework Vue.js. Et vu qu'on ne fait pas de la technique pour faire de la technique pour s'amuser, ça marche bien le soir et le week-end, mais du coup on part toujours d'un besoin. Et moi mon besoin, aujourd'hui on va le décrire un peu. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de tennis dans la salle? Personne. Personne ne suit le tennis, personne ne suit Roland Garros. C'est très bien, moi non plus, il y en a un. Ouais, merci, ouais, il y en a un. Et bon, ben voilà. Du coup, moi je devais répondre à la horde de fans qui levaient la main que moi pas du tout, je ne comprenais pas les règles. Mais enfin que Roland Garros, ils avaient quand même un site internet et qu'il fallait le faire. Et ce site internet, pour le coup, il est fait avec Next. D'où
D'où la présentation là. Donc on va essayer de voir comment on peut faire, quel est notre besoin et comment on peut y répondre le plus efficacement avec Nuxt ou une autre techno, mais bon, ce sera de toute façon la meilleure à utiliser. Ce site, qu'est-ce qu'il a? C'est un site qui est un site un peu vitrine, bon, il y a une billetterie, etc. Mais c'est une application web qui comprend une API. Donc c'est la vraie API publique de Roland-Garros. Vous pouvez taper dessus, hein, c'est n'importe quelle page du site, vous rajoutez API juste avant la langue et vous tombez dessus. Du coup, il doit consommer une API qui est affichée comme il faut des infos. On a un système de routing parce qu'il faut pouvoir partager des URL directs vers des matchs quelconques. On a de la SEO parce que en tapant Roland Garros sur DuckDuckGo, il faut qu'on puisse le trouver facilement. Donc on a tout ce qui est meta tag et il faut une belle description, etc. Donc c'est une application web assez classique où il va nous falloir pas mal d'outils. Donc bon, vu qu'on est à un meetup Vue.js, on va quand même partir sur le fait qu'on va le faire en Vue.js. On pourrait s'imposer d'autres technos, mais on n'est pas maso pour autant, donc on va rester comme ça. Là, c'était la dédicace pour les React derrière. Du coup, pour faire ça, en tout simple, en premier abord, il va nous falloir la vue. Il va nous falloir vue routeur pour gérer les pages. Vue.x, c'est le store. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. Donc, c'est le système de store de vue. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir partager des informations entre les différentes pages. Vue méta, ça va être pour personnaliser tout ce qui est méta tag, etc. sur la page, pour la SEO notamment. Webpack, normalement on ne le présente pas. Vue loader pour pouvoir gérer les templates vues, Babel loader pour que ça s'intègre bien avec Webpack et puis pour le compiler, etc. Et Vue server renderer pour faire du SSR. Donc ça c'est le minimum qu'il va falloir mettre en place, il y en a encore plein d'autres. Et du coup, moi, de base, j'étais parti d'un besoin et j'avais pas envie de m'embêter vraiment à faire tout cet infra-là ou quoi, parce qu'au final, c'est un peu la même pour toutes les applications. Et c'est à ça que va nous servir Nuxt. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Sauf que j'ai dit SSR, et je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, si tout le monde sait ce que c'est, s'il y a besoin de le réexpliquer. Et devant l'enthousiasme, je vais partir sur le fait qu'il y a besoin. C'est du server-side rendering. À quoi ça sert du server-side rendering? Sur une appli JS normale, comment ça marche au niveau expérience utilisateur? On va avoir un premier temps, donc notre application vue de base, on va avoir le téléchargement du squelette HTML de base. Ensuite, on va télécharger le JavaScript, qu'il va falloir exécuter. Puis ce JavaScript-là, il va aller récupérer les données puis notre API, et puis les afficher sur la page. Et à ce moment-là, on a notre utilisateur qui commence à voir la page apparaître. Et là, il est content. Ensuite, on a parlé de SEO. Est-ce que c'est même pas moi, ça? Oui, c'est moi. C'est une très bonne idée. Je dédicace cet appel à ma mère qui vient de m'appeler. Ouais. Donc on a aussi un problème de SEO, je vous ai dit, c'est-à-dire que quand on veut chercher Roland Garros sur notre moteur de recherche préféré, donc DuckDuckGo ou Crant, vous avez le choix, il va falloir que ça réponde. Et pour ça, il va falloir que le moteur de recherche puisse parser la page et évaluer le contenu, etc. Quand vous avez une page HTML qui est toute vide, avec juste un bout de JS à charger, le moteur de recherche, il y comprend rien. Donc ça va être un autre problème. Et ça, vous allez pouvoir éventuellement le gérer avec des outils, potentiellement avec PhantomJS, vous allez pouvoir générer des fichiers statiques, et vous allez pouvoir les servir pour le moteur de recherche. Vous pouvez utiliser des services comme prerender.io, je crois qu'il fait ça, et voilà. Il y a plein de services comme ça, mais c'est pareil, c'est vraiment que pour du moteur de recherche, donc ça ne couvre pas tous les cas, et ça marche plus ou moins. Du coup, idéalement, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire un rendu HTML
de l'app.js, mais côté serveur. Comme ça, on la retourne directement au navigateur. Il faudrait que le JS il soit chargé, que notre application vue elle soit lancée. Et il ne faut pas que ça vienne à l'encontre de l'HTML de base, parce que si on affiche des infos et que finalement on va avoir d'autres informations, etc., ben, il va avoir un problème. Donc en anglais, on appelle ça, enfin en anglais dit en français, on appelle ça FOUC, Flash of Unstyled Content. Et ensuite, il va falloir pouvoir naviguer quand même dans l'app avec toute l'interaction que nous permet le JavaScript. Donc, pas simplement servir une app comme du PHP ou du Python avec simplement des fichiers statiques, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire au niveau expérience utilisateur? Ça va être d'abord de télécharger plus le squelette de l'HTML, mais l'HTML complet. Et puis là, d'autres utilisateurs ils le voient, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Et après, en fond, là, on va avoir toutes les étapes de téléchargement du JavaScript, d'évaluation du JavaScript, et pourquoi pas récupérer d'autres données depuis l'API, mais ça, le trois quarts, il est déjà fait. Normalement, c'est même fait côté serveur. Donc, on a en plus des vrais avantages en termes de performance, un vrai gain de performance, parce qu'au lieu que ce soit le navigateur de l'utilisateur qui va fetch l'API, c'est le serveur. Donc, du coup, c'est serveur à serveur. Généralement, ils sont tous aux États-Unis, donc ça c'est parfait. Voilà, dédicace à la RGPD. On a un gain de performance qui est ressenti par l'utilisateur, parce que là, il n'a plus besoin d'avoir sa page avec un chargement, le fetch de l'API qui peut prendre plus ou moins de temps, etc. Ça arrive direct. On n'a plus de problème de SEO, parce que le moteur de recherche qui va passer dessus, il va avoir les informations directement. Et en plus de ça, là, en plus, oui, si vous regardez vos téléphones portables, on est dans une cave, donc on ne capte rien. Donc, s'il va falloir télécharger l'application, on va avoir le premier téléchargement, le JavaScript, et puis ensuite l'API, etc. Vous allez mettre un quart d'heure à télécharger votre page. Du coup, là, vu que tout est rendu par le serveur, vous allez au moins avoir le trois quarts de votre page directement. On peut passer au sujet principal, qui est Nuxt. Nuxt, du coup, c'est un framework qui a été développé, commencé il y a un peu plus d'un an par deux Français. Paris, je dirais, ouais, je sais que maintenant ils habitent à Paris, Sébastien et Alexandre Chopin. Et du coup, je leur fais un coucou, parce qu'ils nous suivent un peu de loin. Et puis Sébastien a fait un meet-up il y a un an à Link Value Paris, que j'ai vu. J'étais pas encore à Link Value, c'est le meet-up où je suis rentré à Link Value. Et du coup, je vais essayer d'être assez fidèle à ce qu'ils ont fait, en sachant que là, moi, je vais vous parler de la version 1 de Nuxt. Et ils sont en train de sortir la version 2. Il y a la version 2 qui est en bêta. Il y a quelques modifications, je vous en parlerai peut-être après si on a le temps. Mais ça reste des modifications de fond. Et sur l'API, en tout cas, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Donc voilà, c'est juste que du mieux. Et si vous voulez les entendre en parler, en ce moment, il y a le Vue.js Tour qui fait un peu le tour de tous les pays et il passe en juillet, j'ai plus exactement la date, mais il passe à Paris. Et, pardon? Le 29 juin, possiblement. Moi, je ne fais pas loin de juillet. Et donc voilà, et on sera plusieurs ici à y être, donc on pourra se faire coucou si vous passez. Du coup, on va partir d'un projet Nuxt vide. Donc du coup, il y a la petite ligne de commande en bas, donc c'est Vue CLI. Donc bon, c'est dommage, il n'y a pas Acrium qui est là ce soir, mais qui est à Lyon aussi, et c'est lui qui a développé cet outil-là. Normalement, il devrait nous en parler de la version 3 qui, elle, révolutionne carrément l'outil en septembre. Donc voilà, en fait, avec Vue CLI, on peut utiliser des templates déjà prêts pour faire des nouveaux projets. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer un peu avec la structure des dossiers, et ça va nous permettre de voir quel type d'entité on a au sein d'un projet Nuxt. Donc, de base, en fait, dans le template en question, on n'est pas obligé de passer par ce template-là, on peut simplement faire un yarn add Nuxt, et ça marche, il y a quelques scripts à rajouter. Après, simplement, vous aurez toute la structure à faire. Donc cette structure, elle est là par défaut, elle est vraiment classée par entité, mais c'est plus ou moins personnalisable. Dans le trois quarts des trucs, c'est personnalisable et à différents niveaux. Voilà, il y a certains dossiers où si vous les touchez, derrière il faut assumer. Mais sinon c'est plutôt fait pour que vous mettiez quelque chose dedans et ça marche.
On va commencer par le truc le plus important dans Next, ce sont des pages. En fait, le système de routing, il va se gérer dynamiquement, on va en parler tout à l'heure. Et le point d'entrée vraiment de votre application, ça va être les pages de l'application. Donc, c'est des composants Vue.js avec quelques fonctions qu'a rajouté Next. Et l'architecture, en fait, la structure du dossier page va servir à construire le routing automatiquement. Là encore, c'est personnalisable. Ça dépend des besoins, ça permet d'être rapide quand vous voulez faire quelque chose rapidement, vous n'avez pas besoin de complexité. Mais par contre, vous pouvez tout à fait utiliser un routeur personnalisé et du routeur classique. Derrière, on a le dossier component. Et là, ça va vraiment être des components de base Vue. Le but, c'est d'avoir des components réutilisables dans plusieurs applis et à plusieurs endroits, donc là, qui ne sont pas des points d'entrée de l'application, qui ne sont pas des pages, vraiment. La page, il faut le voir comme les vieux systèmes de pages en PHP où vous alliez sur foo.php et vous tombiez sur la page. C'est un peu ce genre de choses. Là, c'est des composants Vue.js tout à fait standard. On a les layouts. C'est des styles en fait qu'on va pouvoir appliquer à certaines pages. Donc, dans une page, je vais avoir une clé layout, je vais mettre mon layout admin par exemple, ou selon la page de login pour que ça soit public ou privé, etc. Et ça va vraiment être un cadre à appliquer sur plein de pages. Et dans ce layout-là, on va pouvoir mettre potentiellement des middleware, on va pouvoir y mettre du style, on va pouvoir y mettre plein de choses. Et c'est simplement, ça permet de gérer un regroupement de pages. Je vous ai parlé de middleware. Les middleware, c'est vu que les pages elles vont gérer les routes, il y a un système de middleware qu'on va pouvoir appliquer sur un layout ou sur une page, ou même un middleware global à l'appli. Et là, ça va être simplement des fonctions où à chaque fois que l'utilisateur va taper sur votre page, ça va rentrer d'abord dans ce middleware, ça va faire des actions, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, et puis et potentiellement rediriger l'utilisateur, rajouter des informations, etc. Ça reste assez classique dans pas mal de types d'applications et de langages. C'est comme ça qu'on va gérer l'authentification, par exemple. Les plugins. Les plugins, c'est quelque chose qui va, en fait, avant chaque requête, ça va vous permettre de rentrer, c'est des fonctions, et vous allez pouvoir déclarer comme ça, avant chaque requête, des fonctions dans lesquelles il va falloir passer. Donc, c'est pas un middleware dans le sens où il n'y a pas on va pas forcément avoir accès à la requête et pouvoir dire je veux faire ça ensuite, etc. Mais ça va être pour rajouter des actions, aller chercher des choses, etc. C'est vraiment pour étendre le framework, mais au niveau de la requête, au niveau du chargement d'une page. Et dans le même système que les plugins, mais pas au même moment, on a les modules, où ça va permettre d'étendre le framework en profondeur. Vous allez vraiment pouvoir changer toute la configuration du framework. C'est là où vous allez pouvoir changer le routeur, vous allez pouvoir vraiment changer tout le système de build. Et c'est dans ces modules-là, en fait, ils vont être lancés au moment où vous allez lancer votre serveur. Et pas à chaque requête. On va faire un exemple tout à l'heure, de façon de tout le dérouler un peu. Donc, c'est au moment où vous allez lancer votre serveur, au moment où l'application va être buildée, il y a des modules qui vont passer par là. Et donc là, par exemple, ça c'est un de mes projets, donc moi j'ai refait le routeur complètement. Ça sortira peut-être dans un package le jour où j'aurai le temps de le faire. Et puis j'ai un petit module qui me permet de rebuilder, j'ai un dossier config, donc j'ai rajouté, avec plein de fichiers de config et des fichiers d'environnement. Et simplement, dans ce module-là, je lui dis de watcher le dossier et de rebuilder en fonction. Ça permet de pouvoir rajouter des morceaux de code et modifier franchement le framework à ce niveau-là. Puis c'est bien fait, il y a tout un système de hook, etc., qui permet d'intervenir à différents moments de l'application et du build, et ça c'est simple. Et ensuite, on a notre dossier store. Le dossier store, c'est pour Vuex. Donc là, on ne va pas rentrer dans un détail fou pour ça, mais on pourra peut-être en parler un autre jour. C'est ce qui va permettre d'avoir un état de l'application et pouvoir gérer des états de l'application. Et ça, en fait, dès l'instant où vous avez un fichier dans le dossier store, donc il va être activé par défaut. Et en plus, on va avoir du coup plein de modules de store avec des namespaces, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement interne de Wix. Donc c'est assez pratique et ça permet vraiment de bien découper. Et que vous allez pouvoir gérer des actions, vos appels API, etc. par ça et partager des données dans toute l'application. Les assets,
c'est des assets. C'est là où vous allez stocker votre SaaS, le JS qui sera forcément compilé, à compiler, etc. Là encore, c'est pas obligé, hein, c'est un dossier qui sort comme ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, il y a le dossier statique. En gros, lui, tout ce que vous mettez dedans, de toute façon, lui, il passe pas dessus, il fait rien. Tout ce que vous mettez dedans, ça finit à la racine de votre site. Donc, genre, favicon, là, on a un fichier CNAME, c'est sûrement pour GitHub Page. Et puis, et voilà. Et un fichier qui est important. Celui-là, il est un peu complet. Ouais, il y a quelques trucs dedans. Ouais, c'est des morceaux de mes projets. C'est en gros le fichier config de Next. C'est là où vous allez pouvoir gérer la façon dont vous faites le build. Vous allez pouvoir l'étendre à ce moment-là avec les modules. Donc, je vous ai dit que les modules, vous pouviez les mettre où vous voulez. Et c'est le cas. Vous mettez simplement en endroit. Pareil pour les plugins. C'est là où vous allez pouvoir gérer potentiellement tous les métatags et tous les headers propres à toute l'application. Après, ça va pouvoir être modifiable dans chaque page. Mais voilà, il y a pas mal de configurations que vous allez pouvoir faire ici. Si on rentre dans les pages, je vous ai dit que c'était le truc le plus important, que c'était un component qui était un component Vue.js amélioré. Donc Nuxt rajoute ces méthodes, enfin vous pouvez rajouter des méthodes dedans qui seront interprétées par Nuxt. Dans ces méthodes-là, dans ces méthodes et ces propriétés-là, on a plusieurs async data et fetch, on va juste en parler un peu plus après. Head, c'est pour tout ce qui va être meta tag, title de page, etc. Vous êtes dans une page, vous allez gérer, vu que c'est un component, vous allez vraiment gérer, vous, votre morceau qui concerne votre page. Tout ce qui est header, en fait, ça va finir après dans le layout, etc. Et du coup, ça va vous permettre de personnaliser ça. Donc là, si je mets une clé head title foo sur la page en question, le title de ma page sera fou. Le layout, simplement dire quel layout à appliquer. Là, il va aller taper directement dans le dossier layout. Scroll to top, c'est quand vous changez de page, quand vous arrivez sur la page, est-ce qu'il doit remonter en haut de la page ou pas. Voilà, ça c'est juste pour le routeur, c'est une propriété du routeur. La validation, ça va vous permettre de, en fonction de certains paramètres de votre page et du routing, pouvoir dire si oui ou non ça correspond. Est-ce que cet utilisateur-là, je le connais ou pas, donc faire potentiellement des appels dans ce que vous voulez. Et derrière, vous allez pouvoir ajouter une 404 ou ce genre de choses. En sachant que ça va être des méthodes qui vont être appelées du côté serveur et du côté navigateur. Et enfin, les transitions entre pages, c'est pareil, c'est quelque chose du routeur. Et les middleware, je vous en ai parlé tout à l'heure. Simplement, vous mettez tous les middleware que vous avez à mettre ici. Si on rentre dans le routing, là on a un dossier qui présente donc quelques pages et avec quelques dossiers nestés. Bon, c'est un exemple assez simple. Et il y a une correspondance, j'ai fait une correspondance à côté pour voir à peu près à quoi ça correspond sur la configuration du routeur de façon standard. Donc c'est une syntaxe qui est vraiment particulière à Nuxt et qui va vous permettre, sans configurer le routeur, d'avoir un routing dynamique. Donc si on arrive, là j'ai qu'une partie. Allez, on prend le deuxième. Je ne vois pas le page index. Oh, j'ai pas de page index. Du coup, là, en fait, on va faire une route city name. Donc, le nom de la route, c'est vraiment en fonction des dossiers et des pages. Et toute page qui va être dans le nom va être précédée d'un underscore. Ça va être un paramètre dynamique de votre application. Donc là, on voit à côté, en fait, si le name est ici, il va être remplacé. Donc, je fais mon underscore name. Et dans ma page, il va vraiment considérer un paramètre name qui va correspondre à notre routine. Donc là, je vais faire cities Lyon. Et puis derrière, je vais me retrouver en variable de mes paramètres name. Je vais avoir Lyon. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, quand vous nestez des dossiers et des pages, vous allez vous retrouver exactement avec la même structure dans vos routes. Donc c'est quelque chose d'assez simple de base. Après, donc voilà, ça limite aussi certains usages. Ça gère bien aussi tout ce qui est page nestée sous du routeur. Donc, il y en a qui ont utilisé ça. C'est en gros, vous avez des onglets. Vous avez des onglets et vous voulez, en tapant sur foo/bar, vous tombez sur la page foo, onglet bar. Donc, ça, c'est des pages nestées dans du routeur. Et là, en fait, ça va être pareil.
si vous avez un dossier qui porte le même nom que la page, il va considérer que la page en question, c'est la page, on va dire le cadre global, et à l'intérieur du dossier, vous allez avoir toutes vos autres pages et qui vont correspondre à vos routes nested. Vous comprenez ce que je dis là, parce que j'essaie de l'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'il le fait de manière automatique, il n'y a pas besoin de faire comme dans ViewRouter de base, de children, etc. C'est vraiment automatique. Du coup, si vous allez pouvoir, quand vous allez nester vos routes, etc., il va vraiment construire un fichier du routeur avec tous les routes, avec tous les children, avec tout ce qu'il faut. Mais là aussi, vu qu'il construit quelque chose automatiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je sais que moi, le routeur que j'ai reconstruit, c'est notamment, j'ai été bloqué sur tout ce qui était alias de route. Donc ça, c'est une propriété dans du routeur qui vous permet de dire, bah, cette URL-là, c'est en fait exactement la même que celle-ci, et c'est pareil, on peut y accéder comme l'une, comme l'autre. Eux, c'est une volonté de leur part de ne pas faire ça au niveau SEO, parce que c'est pas terrible d'avoir deux pages qui tombent sur la même chose. Voilà, sur mon projet, ça, je le voulais. Et au niveau redirection, dans du routeur, on a quelque chose où on peut déclarer une route et mettre redirect et directement à la redirection. Là, du coup, avec juste un système de page comme ça, il n'y a pas moyen de le faire. Et en fait, ça va être directement dans la page, potentiellement au niveau d'une des méthodes qui est appelée, donc async data, fetch ou validate ou quoi. Vous allez pouvoir mettre en place une redirection. C'est le seul moyen, et donc du coup, ça fait une page qui ne sert à rien à part rediriger vers autre chose. Donc celui-là, ça me plaisait moyennement. Donc j'avais fait quelque chose de plus custom, ça n'empêche absolument pas de faire quelque chose de plus custom. Et les deux méthodes dont je vous parlais, c'est async data et fetch. Donc async data, c'est vraiment l'équivalent de data de votre fonction data dans votre component vue. Simplement, ici, en fait, ça va être vraiment interprété côté serveur et côté browser quand vous naviguez dans l'application. Et ça va vous permettre d'aller taper, contrairement à la fonction data directement, ça va vous permettre d'aller taper sur une API, etc. Et vous allez pouvoir retourner vos datas, et elles seront mergées avec les datas qu'il y aura au niveau de votre application. OK. Et du coup, là, on voit le param.id. En fait, vu que ce async data, il est exécuté, comme toutes les fonctions de Nux, c'est exécuté avant que le component soit monté dans le navigateur. Du coup, vous n'avez pas accès au leaks. Donc, en fait, il y a en argument de ces fonctions-là un objet contexte qui va vraiment contenir tout le contexte avec votre requête, avec possiblement la réponse déjà fabriquée ou pas, qui va vraiment avoir toute l'appli et qui va vous permettre de faire plein de choses. Et donc là, dans la clé param, on va avoir tous les paramètres du routeur. Donc là, c'était un ID. Donc si on regarde un peu par rapport au routing de tout à l'heure, ici, ça veut dire qu'on a un dossier post. Et à l'intérieur, on a une page qui s'appelle underscore id.vue. Et c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, quand je vais naviguer là-dessus, je vais de suite avoir le paramètre. OK. Fetch, c'est exactement comme async data. Simplement, vous n'allez rien retourner dans cette méthode-là. Ça va vous permettre de faire des actions sur votre store. Ou de la redirection, ou ce genre de choses. Et du coup, vous allez pouvoir, là, c'est un autre exemple, aller chercher de l'API, etc., et puis faire des actions sur votre store. Ou encore mieux, au lieu de faire l'appel API directement dans la page, aller chercher dans votre store directement la mutation qui va faire l'appel API, qui va setter votre state, etc., avec les bonnes données. Et du coup, ça vous permet de vous assurer que quand la page est faite, il y a tout de suite, même au niveau serveur, directement l'appel qui est fait et qui va setter le state que toutes les autres pages vont pouvoir utiliser. On sera par exemple dans un cas, je vous ai parlé tout à l'heure d'onglet. Ici, je vais pouvoir lancer mon appel API, stocker ça dans mon state. Donc, je vais avoir dans le state global de mon appli. Donc là, on va dire que voilà, j'ai mes stars qui viennent de mon API. Et dans toutes les pages, dans tous les enfants de ces pages, dans tous ces onglets, je vais pouvoir récupérer ces datas et les manipuler, etc. à partir du store. Ok. Vous avez des questions sur ce genre de choses ou pas? Parce que je crois que dans les meetups, pour l'instant, vous n'avez pas traité tout ce qui est store. Donc,
Ouais. Du coup, le fetch plan se fait côté serveur. Il va faire les deux. Il va faire les deux. En fait, le principe, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, mais je peux redire, essayer différemment. Quand on charge la page pour la première fois, du coup, il y a toute l'exécution, il va essayer de parser tous les components, etc., faire les appels API côté serveur. Et ensuite, enquiller l'HTML avec déjà tout qui est rendu. Donc, contrairement à Vue, si vous regardez le code source de votre page sur une application Vue standard, vous allez juste avoir votre squelette qui est vide. Et derrière, vous allez juste avoir vos moustaches avec name, quoi. Et encore, si vous avez, ça c'est si directement, vous faites dans l'HTML. Si vous avez les components .vue qui sont parsés par Babel, vous n'allez même pas avancer. Mais, et du coup, là, en fait, il va interpréter ça côté serveur. Donc, vous allez regarder l'HTML, vous allez directement avoir votre nom marqué dans l'HTML. Et l'app va passer par-dessus. Et là, va mettre à jour les datas, etc. S'il y a des choses à mettre à jour, mais normalement, il n'y a rien. Et du coup, ça, sur le premier chargement, quand vous tapez sur l'URL, ça va se faire côté serveur. Et après, durant toute votre navigation dans l'app, ça va se faire côté browser. Voilà. Ça vous permet d'avoir votre page directement, mais après, quand vous naviguez, vous ne voyez pas la différence. Vous êtes dans une appli, il n'y a aucun rechargement de page. Du coup, le MyAPI, c'est une API externe ou c'est. Ok. Il faut que je pense à relire les questions au micro. Non, là, ce qu'on voit sur le MyAPI, c'est oui, là, c'est un exemple d'une API externe que j'ai mis comme ça. Voilà. Et même, il y a un plugin Axios pour Next qui permet de gérer des configurations d'Axios directement via le plugin, etc. Et ça permet de pouvoir aller taper sur Stars directement, et Axios, il sait qu'il doit aller taper toujours sur cette API, etc. Il y a pas mal de configurations. Le but, c'est vraiment de simplifier la vie, à tous les niveaux. Là, il y a quelque chose de plus compliqué avec le serveur, etc., qu'on n'aurait pas forcément eu besoin directement. Mais pour faire une appli base sans se poser de questions, c'est déjà plus simple, en fait. Et bien. Voilà. Et du coup, pour enchaîner là-dessus, justement, je vous ai parlé donc, du côté serveur, etc., du fait que ça simplifiait de tout ce qu'il y avait à mettre en place. Mais on va pouvoir, en fait, même se passer complètement du côté serveur. Parce que si on dit, OK, nous, on a vraiment, c'est lancé avec, hein, pourquoi pas, mais j'en ai aucun intérêt. Même si j'ai pas de serveur et que je veux héberger directement dans un CDN ou quoi, alors juste rendre ma page en HTML avec un bout de JS qui s'exécute, il y a un mode pour faire une SPA dedans. Donc c'est rendre la config ou alors en lançant le build, c'est -SPA. Et là, en fait, il va builder, mais sans tout le côté serveur. Vous n'avez pas besoin de lancer le serveur, il va vous builder ça dans un dossier list. Et vous le prenez, vous l'utilisez, vous l'hébergez sur votre page. Et puis voilà. Il y a même avec ça la possibilité de générer les pages, là, le routing qui est dynamique. En fait, on peut faire avec Next Generate des pages HTML. Donc vous allez pouvoir faire même un site statique avec. Et du coup, il y a toutes les pages qui sont standards, donc les about, index, etc. Ça, il les connaît, donc ça va. Mais tout ce qui est dynamique, potentiellement qui vient d'une API, etc., il ne va pas savoir les générer. Et du coup, avec juste un petit morceau de config dans le next.config, vous allez pouvoir lui dire génère-moi telle route, telle route, telle route et telle route. Et ça, la doc de Next, c'est fait avec ça. Parce que derrière, il n'y a pas de serveur, la doc, elle ne change pas assez souvent pour qu'il y ait besoin d'un serveur, etc. Donc, derrière, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est juste du markdown sur GitHub. Quand ils lancent une nouvelle release, il y a une lambda dans AWS, donc qui est juste une fonction qui récupère des entrées et qui fait des actions. Et du coup, c'est exactement ce que ça fait. Ça récupère les entrées, toutes les pages avec, donc là c'est simplement du routing dynamique, ils savent que il récupère le projet avec tous les markdowns, donc ils savent toutes les pages qu'il a à générer avec un routing dynamique. Et derrière, ils vont générer autant de HTML que nécessaire. Et du coup, la .next, en fait, c'est un site statique servi par un CDN de base. Ensuite, dans les fonctions sympas, il y a du code splitting automatique. C'est-à-dire que au niveau de Webpack, quand vous avez une API JS de base, un Angular, un React, un Vue.js, un Net, du jQuery, vous allez avoir un fichier. Il va vous builder un fichier pour toute votre API. Donc votre navigateur, si vous allez juste sur la première page,
il va vous récupérer tout le gros fichier, tout le gros bundle, avec les vendors, avec l'application, etc. Et là, en fait, il gère pour chaque page du code splitting. Donc, il va dire, moi, j'ai besoin de charger que telle page, donc je vais charger que telle page. Et avec ça, il y a du prefetching, donc c'est-à-dire qu'il sait qu'il a besoin de charger telle page, mais on aura besoin aussi potentiellement de celle-ci, celle-ci et celle-ci après. Et une fois que l'utilisateur a sa page, une fois que tout est chargé, donc une fois que ça bloque plus l'utilisateur, c'est le navigateur qui va pouvoir aller charger d'autres pages en prévoyance, en se disant, potentiellement il peut en avoir besoin, je ne le bloque pas dans sa navigation, mais par contre ça ira plus vite. Voilà. Ça c'est des fonctions de navigateur, et Nux par défaut il gère ce genre de choses. Du hot reloading pour développer, yarn dev et puis tout est en synchrone. Intégration avec les vues DevTools qui sont parfaites, avec même des erreurs où s'il pète une erreur, vous avez directement le bouton ouvert dans mon IDE. Et puis si vous l'avez configuré, soit il le trouve tout seul, soit sinon vous pouvez configurer dans le next config quel est votre IDE. Donc il vous ouvre directement le component qui va bien. Ça c'est cool. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'utiliser le template, etc. Yarn add next et c'est parti. Donc dans un projet existant, on peut le réutiliser potentiellement à côté. Quoi. Ça peut s'utiliser programmatically, je ne sais pas le nom en français, mais du coup, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser vraiment tout le principe avec une Next build, etc., vous avez un objet Next, vous pouvez faire new Next et l'utiliser comme ça au milieu d'un serveur Node, au milieu d'un middleware quelconque de votre appli Express. Voilà, ça peut être qu'une petite part de votre appli, on peut faire plein de choses. Prefetching, j'en ai parlé, et il y a une gestion des variables d'environnement. Et donc, vous pouvez mettre potentiellement toutes les variables d'environnement que vous voulez après voir du côté navigateur, parce qu'on a toujours ce côté serveur et navigateur. Donc, les variables d'environnement au côté serveur, ça marche, les côtés navigateur, ça ne marche pas. Et énormément de choses. Énormément de choses, d'autres choses qui sont plus techniques, donc je n'ai pas forcément cité là. Mais il y a possiblement, on peut intégrer les middleware connect dans le serveur Node, etc. On peut étendre le build. On peut faire énormément de choses et il y a une assez grosse communauté autour de ça, vu que c'est le plus gros framework Vue.js. Donc du coup, il y a plutôt une bonne communauté. Donc il y a pas mal de plugins et de modules qui permettent en YARN-add de vraiment changer la config de l'appli et de pouvoir personnaliser son truc, notamment pour tout ce qui est authentification, tout ce qui va être Axios, j'en ai parlé, les variables d'environnement, on peut gérer des points. Il y a plein de choses comme ça qui seront installables aussi. Oui, donc si j'ai bien compris, si par exemple on a un navigateur qui n'a pas de JavaScript, ouais. on peut récupérer la page et continuer de naviguer, ça pose directement la question à Nux qui génère la page dynamiquement à partir de données. On peut faire ça éventuellement. Oui, du coup, si vous n'avez pas de JavaScript, du coup, si vos liens ça va être PA, et puis vous allez enquiller, et puis de toute façon, lui, ça va être un serveur, il va vous render une page comme du PHP aurait pu le faire. Voilà. Vous allez perdre le côté interactivité JavaScript, normal, mais oui, ça va marcher. J'ai essayé la génération statique, etc., mais de le faire fonctionner comme ça sans JS, je ne sais pas ce que ça donne, mais oui, il n'y a pas de raison que ça marche. Pour l'accessibilité, ça peut être utile. Pour l'accessibilité, ouais, c'est un bon point. Du coup, ouais, on a le temps. On va se tenter un peu de live coding. Donc du coup, il va falloir m'aider, je pense. Mais voilà, on va essayer de faire quelques trucs, parce que là, je vous ai parlé de plein de choses, mais ça aura quand même plus de gueule si vous voyez à quoi ça ressemble concrètement. Donc c'est pareil, là et encore plus que tout à l'heure, il faut m'interrompre, et m'interrompre déjà parce que vous allez voir toutes les erreurs que je vais faire, et ça va m'éviter de chercher. Et puis si vous ne comprenez pas, de toute façon, c'est le but. De toute façon, moi, personne ne m'attend chez moi, donc on attend. Ouais, je sais pas quelle heure il est, ouais, mais je dors déjà. Du coup, c'est parti. Là, j'ai juste fait un vue init avec le template de Next. Je vous ai évité ça. Et donc derrière, j'ai juste récupéré d'autres modules. J'ai un projet vide avec la base de Next quand on récupère le template. Donc par défaut, il y a quelques pages, pas de plugin, un favicon et rien dans le store. Voilà, première étape qu'on va faire, ça va être de lancer
le serveur. Est-ce que tout le monde y voit bien? Ouais, ça passe? Même au fond? Ok. De toute façon, oui, bon, du coup, c'est enregistré. Je mettrai le lien YouTube quelque part. Et en plus de ça, le projet que je vous montre, vu que je ne suis pas fou, je l'ai déjà fait. Et il est sur GitHub. Il est dans mon GitHub, donc pareil, je pourrais vous donner le lien. Et si tout se passe bien, ça sera le même. Du coup, là, je vais recharger. Voilà. Donc ça, c'est le projet de base là que je viens d'installer. Il est vide, c'est lui qui tourne. Donc par défaut, bah, ils sont gentils, nous ont mis une jolie animation et de la documentation. On peut commencer par voir dans la première page ce qu'il y a. Ça, j'en aurai plus besoin. Donc là, on retrouve ici un component qui est le app logo, le coup des trois triangles là qui part. Donc si on va voir même ce que c'est, component là, ici, ouais, ça marche pas. Ok, j'ai pas configuré en milieu. Du coup, voilà, là c'est notre component. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des pages d'un côté qui, elles, sont vraiment les clés d'entrée de l'API et puis de l'appli. Et après les components qui sont basiques, bah là on a vraiment un component basique, c'est le logo de Nux avec la petite animation, et puis on peut le réutiliser où on veut. Ou surtout ne pas le réutiliser, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on peut se commencer par virer tout ça. Et juste histoire de voir que je ne vous embrouille pas, tout ça, on va virer. Moi, j'ai pas encore fait les petits. Et du coup, si on passe derrière, ouais, voilà, je me moque pas de vous, c'est en direct. Première salle d'applaudissements, la seule unique. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Donc, on a une première page, qui est la page index, c'est cool. Je propose qu'elle est bien comme ça me va bien. Ce qu'on va faire potentiellement, c'est se rajouter une nouvelle page. Donc, on va genre faire une page about. Voilà. Dans cette page-là, je n'ai. Et oui, parce que mon idée, c'est du Java, donc il ne me file plus la main, là, ça c'est intéressant. Je peux écrire. J'ai plus le droit à rien. Très bien. On va lui faire perdre le focus, on lui fait reprendre le focus et ça marche. Voilà. Technologie d'allemand. Du coup, là, on va faire une page about. Pour l'instant, elle va vraiment être toute simple. Et on va y mettre un lien vers cette page. Donc là, j'ai créé ma page. Derrière, pour faire le lien, pour ceux qui ont utilisé VueRouter, on a des VueLink. Là, c'est NuxLink pour l'instant. C'est exactement à l'intérieur, c'est juste un VueLink. Il s'autorise simplement le droit de mettre plus de choses. Donc, c'est conseillé d'utiliser NuxLink et pas VueLink. Du coup, on va se mettre. Pas du tout. On va se mettre du coup un lien vers About. Avec quelque chose dedans. Et normalement, sous vos yeux éveillés, la page About. Donc voilà, déjà c'était juste pour le coup du routing, etc. Là, j'ai une appli avec 2 pages, un peu de CSS, etc. Je me suis pas pris la tête. Je peux vous montrer juste la console pour voir si du coup il charge la page d'après ou si pareil qu'un moteur view Ah ouais, ça peut être intéressant. Ça peut même être intéressant sur un autre exemple, parce que là du coup tu vas rien voir. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a des appels API, ce genre de choses, s'il est fait côté serveur ou pas. Là, on va juste charger d'abord la page index, puis après on va charger la page about. Est-ce qu'il a fait une requête pour le about ou est-ce qu'il a juste ouais, il a fait un prefetch, mais du coup, il va quand même faire une requête pour, je pense. Hein. Je ne sais pas exactement comment marche le prefetch pour le coup. Je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus compétents que moi dans la salle. Mais du coup, hop là, en réseau. Ouais, voilà, il récupère quand même la page about, mais du coup, là, il a téléchargé 9 kilos. Donc,
Et il cherche toute la page à chaque fois. Et voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, il me recharge pas rien. D'accord. Je fais une appli JS Si tu recharges standard. pas mal des sites. Là, si je recharge, bah, c'est bien, on voit manifeste en Andor. L'application, bah, pour le coup, c'est les trois trucs qui vont servir à charger le Nux, à charger les vues, etc. J'ai l'index et le prefetch, je ne sais pas, il devrait s'afficher ou pas. Ou alors vous me croyez. Oui, là, bah, si je clique sur About, il va pas me charger la page About. Et ça renvoie quoi en fait dans le About.js? Bah là c'est vraiment chargé par la page, en fait. Donc, du coup, là, c'est l'application qui a chargé vu qu'on a cliqué dessus. Donc, c'est un bout de JS. Pour le coup, c'est vraiment un bout de JS avec juste le truc vu, etc. dedans. Bon, en plus, j'ai tout le reloading qui est au milieu, qui est viré au build. Mais par contre, la première, normalement, voilà, elle renvoie vraiment de l'HTML. Et si ici, je viens chercher, voilà, je suis sur la page About, ça va être intéressant. Si je regarde ce qu'il y a derrière, normalement, bon, c'est de l'HTML minifié. Oui, quelque chose, quoi. C'est bien, on voit body about, ouais, il est là, même là, ça, oui, c'est ça, on l'a chargé comme ça. Donc oui, il en est venu regarder, donc il a refait une requête pour regarder le code source, et du coup, bah, on voit qu'il y a bien marqué about, et pas juste un composant vide de base. Et si je commence à mettre des datas, etc., pas les datas du JS, mais celles que je vais pouvoir faire via Sync Data, elles vont apparaître, et ça ne sera pas juste quelque chose de standard. On peut faire un essai si vous voulez, si ça vous intéresse de regarder la différence entre les deux. Du coup, hop, on va se mettre là-dedans, et on va faire, bah, du coup, je vais mettre une data qu'on va appeler first name, et Mathieu, c'est moi. Il y en a un qui a fait. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais, first name. Donc, celle-ci, ça va être de la sync. Et après, on va se mettre notre fonction data de base. Ouais, mais c'est ma faute aussi. Moi, j'avais prévu plein de trucs. On fait pas du tout. Donc, c'est bien, ça fera deux projets, celui qu'on a fait là, et puis celui qui est sur mon GitHub, tout joli, tout court. Et la name. Ouais, non, c'est bon, ça passe. Du coup, normalement, si je dis pas trop de bêtises, j'ai peur. Du coup, bon, déjà, ouais, hot reloading, d'accord. Je suis Mathieu Fisco, jusque-là, c'est vrai. Et par contre, si là je viens chercher la page about, ce qu'il y a dedans qui est servi par l'HTML, Il y a du cache. rien du tout, ouais. Ça n'a pas marché. Oui, Ouais, je suis Mathieu Fisco. Pourquoi il devrait avoir que je suis que Mathieu Pourquoi je ne sais pas. Et donc ce nom sera coupé dans la vidéo. Parce qu'il a exécuté ça côté. De toute façon, il a rendu l'app aussi côté serveur, donc le composant il a rendu comme ça aussi. Et donc je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi d'un côté et de l'autre, il a été retourné. C'est peut-être justement parce que du coup là tu mets une donnée qui n'est pas du tout asynchrone. Ouais, voilà. Et du coup, quand c'est pas asynchrone, il doit la retourner directement, alors que quand elle est asynchrone, justement, il l'attend dans la 5 data avant de la rendre, alors que dans le data tout seul, ça ne doit pas le faire. Tout le monde est d'accord avec lui? On met un timeout. Vraiment? Ouais, vous essayez chez vous. Ouais, donc en gros, ce que vous ferez chez vous, c'est mettre un timeout. Non, parce que effectivement, là, ça va nous permettre d'aller fetcher des trucs sur une API ou de pouvoir faire des actions asynchrones qui vont être interprétées par le serveur, alors que sinon, là, du coup, bah, ça va juste être le composant qui est rendu par vue serveur renderer, et donc du coup, bah, là, vu que c'est simple, c'est tout simple. Mais par contre, si dès l'instant où il y a quelque chose qui va être asynchrone, ça va tout marcher, il va le faire côté navigateur.
Il y a un truc ouais, que je voulais faire parce que ça me semblait intéressant. On pourrait afficher l'heure avec. Est-ce qu'on pourrait afficher l'heure avec un async data? Ouais, le fetch on peut, mais c'est pour stocker dans le store, etc. Mais On va te laisser continuer ta démo. oui, on peut afficher l'heure avec ça. Hop, on va faire ça. T'en veux une ici aussi? Ça va rien changer, je pense. Mais, enfin, ouais, du coup, on va le voir au moment où il va générer HTML, on va voir le temps où il va faire. Tu auras le droit d'avoir deux barres qui s'appellent. oui, L'async data va écraser le data. La sync data va écraser le data. Ou l'inverse, je sais pas. Alors, bon. Ouais. Mais là, ça devrait marcher quand même. Ouais, ça va marcher comme avant, mais simplement, on va pas avoir les mêmes heures. Ah, ok. Voilà. Il y en a une qui va être interprétée là, par le navigateur et l'autre, et du coup, là, si on regarde du côté. Ouais, de toute façon, voilà, ça va marcher pareil, là, pour le coup, mais ouais, c'est bien, ça permet, c'était une bonne idée, ça permet de voir qu'il y en a un qui se fait un petit peu après, parce qu'il y en a interprété après dans le process. Un truc qui peut être intéressant, c'est de dire que c'est de savoir d'où on vient. Et je vais faire ça de mémoire. Non, ça y est, c'est fini. From. En fait, c'est vachement plus intéressant les live coding là-bas que ici. On a dit from, et du coup là, on va voir si dans notre process de mémoire, parce qu'en plus c'est déprécié, ça a changé. From. Et donc, soit vous aurez l'occasion de voir une belle erreur, comme ça on verra bien à quoi ça sert. Oh, client, ça marche. Et là, serveur, oh là là, c'est beau. Et du coup, là, si on vient ici, qu'on clique sur notre client en interne, on vient du client. Par contre, si je rafraîchis la page, ça a été interprété sur le serveur. Ça, c'est une chose. Et après, je vais tricher. Je vais remonter dans mes commits. Et ça va nous permettre de voir plus de choses. Et de toute façon, je ne sais pas quelle heure il est. 24, ouais, ça va. Ça passe. On est bien. Du coup, j'étais là. Hein, on va se faire un reset. On oublie tout ce qu'on a fait. Et on va se mettre là. Ok. Parti. Le reset, il n'y a pas plus. Donc, on a dit qu'on se mettait là, au niveau de la page counter. Ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant? J'ai refait. Ouais, là, j'étais bien. Là. Donc, j'ai fait le côté serving from. Donc, là, on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure static, process, client, server. OK. Et pour rigoler, j'ai aussi mis l'user agent. Donc, soit on a la requête parce qu'on est sur le serveur. Et du coup, bah, la requête, elle va se trouver dans le header user agent. Ou alors, ben, objet global navigator, user agent, si c'est sur le browser. On peut aller voir ce que ça donne. Vous me croyez? Ouais. Il faut juste enlever la boot. Qu'est-ce que j'ai fait? Reviens sur le navigateur. Je vais sur le navigateur. Non, c'était bien. Je pense que j'ai juste fait le changement de commit. Là, on va relancer le serveur. Et on y croit. Ouais, on y croit. Du coup, voilà, là on a le serveur et on se retrouve en fait avec l'user agent. Et peu importe que je sois. Là, je viens de charger donc, via le serveur. Si je retourne sur la home et que je repars sur la box, là je suis sur le client, j'ai toujours l'user agent, mais qui ne vient pas du même endroit.
Voilà, c'était pour montrer comment arriver à utiliser le contexte pour quand même faire des choses comme ça. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que là-haut, vous voyez, en plus, j'ai mes 3 liens qui sont toujours les mêmes selon où je suis. En fait, je me suis mis un layout, et par défaut, il y a un layout. Et donc, bon, là, j'ai fait un peu de CSS, j'ai mis une classe conteneur. J'ai un component Next, c'est mon application, mes pages qui vont être chargées à cet endroit-là. Et j'ai mes 3 liens ici. Donc, c'est des liens NextLink. Et du coup, vu qu'elles sont dans un layout, ça va impacter toutes les pages. Si ici, dans le container, je mets un background color black et une color white, on voit que, pareil, je ne vous ai pas menti, c'est juste un layout qui s'applique à toutes les pages. Vu que j'ai celui par défaut là, il s'est mis à toutes les pages. Si je précise un layout admin ou quoi, je peux faire des choses comme ça. Et du coup, tu es obligé d'utiliser un layout pour le server-side rendering, parce que du coup, si tu fais juste une incorporation de components, Next ne pourra pas le. Non, ça va marcher. Là, c'est vraiment histoire de dire que pour X pages, donc mes points d'entrée de l'appli, je veux définir le même style ou même le même middleware, les mêmes fonctions, etc. C'est juste pour dire pour plusieurs pages, je fais ça. Qu'on fait d'habitude juste avec une page avec un router view à l'intérieur. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Tu as une page avec un router view à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est ce principe-là. Mais là même, ça va nous permettre de pouvoir gérer avec plusieurs layouts. Comme j'ai dit, si tu vas avoir le layout public, où il n'y a pas forcément de header, etc. Le layout privé, où tu vas avoir ta page avec l'utilisateur connecté, etc., ton header et tout, et puis ton admin, etc. Ça te permet d'avoir différents layouts comme ça. Voilà. Et ici, j'ai rajouté donc une page counter, où là, donc j'ai fait en vrac, hein, donc c'est pas dans les bonnes pratiques, hein, donc il est comme ça, mais ça sera bien. Où j'ai utilisé le store. Donc le store, je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose pour partager des données au sein de l'appli. Donc là, j'ai fait un truc tout basique. J'ai juste, dans mon dossier store, j'ai rajouté un fichier index.js. Et donc j'ai défini un store avec un state à 0. Donc un count à 0, c'est l'état initial. Et j'ai fait 2 mutations, donc ça c'est le principe de UX. Et donc j'ai une fonction qui va simplement m'incrémenter ce count et une fonction qui va me le décrémenter. Et dans ma page, j'ai fait 2 boutons, un qui sur le store appelle décrémente, un qui sur le store appelle incrémente. Donc là, je le répète, et notamment pour ceux qui ont l'habitude à React et Redux, ouais, c'est moyennement une bonne idée d'appeler ça directement comme ça. Généralement, on passe par des fonctions, etc. C'est un peu mieux dans le composant. Là, c'était pour les notes. Du coup, si je vais sur ma page counter, je vais pouvoir incrémenter. Donc ça, c'est cool déjà, j'ai un état, enfin mes fonctions marchent. Et juste pour pas vous dire que je mens et que c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur du component, si je pars sur la page about, le compte il est de 6. En sachant que ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon appli JS, chargé dans mon navigateur. Si je recharge, mon count, il est de 0. Voilà. Donc là, pour le coup, si le JS est désactivé, il n'y a pas moyen. Ça semble normal, ou après, il faut faire un appel API sur chaque plus, et s'il n'y a pas de JS, l'appel API va se faire rapidement. Donc voilà pour ça. Et bon, de toute façon, là, dans mes UX, voilà, j'ai toutes mes mutations ici. Donc bon là ça n'a plus rien à voir avec Next, mais du coup là c'est plus sur le côté vue X où je peux revenir à mes états, si j'en viens ici, le count il était 2 à cet endroit-là, et etc. Et même pour débugger, je peux exporter une suite d'actions et la réimporter ailleurs. Voilà. Ça c'est bon pour le counter. Et on va reset un coup. Et on va faire, on va venir directement ici, comme ça je vais vous montrer un exemple plus compliqué pour finir. Donc notre compteur, il n'a pas bougé, on va se recharger l'appli des fois que. J'ai rajouté une route nestée, d'accord?
histoire de revenir au début de notre doc, j'ai rajouté un dossier Roland-Garros. Et ici, une page avec un underscore devant. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un paramètre de ma route. Donc là, il va attendre quelque chose de dynamique et que je vais pouvoir retrouver ailleurs. Si on regarde la page à quoi elle ressemble, on va commencer ici. J'ai une fonction async data. D'accord. Dans le contexte, vu que j'ai le plugin Axios, je vais me retrouver dans le contexte de ma variable Axios. Et les paramètres de ma request. Là, juste pour vous montrer que nativement, on supporte de l'ES6, etc., j'ai utilisé async et await. Et donc, je vais faire ma requête à mon API de Roland-Garros tout à l'heure. Avec, directement, je vais taper sur le match en question, celui que j'aurais mis dans mon URL. Donc, je le récupère et je le renvoie. Clairement, c'est ce qu'ils ont dû faire, parce qu'il y a vraiment une correspondance entre les pages et leur API. Je récupère cette réponse-là. À l'intérieur de cette réponse, j'ai data. Et à l'intérieur de data, j'ai un objet match que je récupère et je le retourne. Donc, en plus, là, mes données, ça sera l'objet match. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer un truc pendant la démo. Et ça, c'est juste pour le paramètre. En gros, c'est une string et je vais pouvoir aller de l'un à l'autre et vous montrer. Pas hésiter sur pourquoi il va injecter la réponse dans match. Par exemple, si tu as deux variables, genre match et résulte, comment après il sait qu'il doit aller récupérer par exemple match sur tel endpoint de l'API et résulte sur un autre endpoint de l'API. J'ai pas compris la question. C'est plutôt à ce niveau-là, du coup, ta question? Ouais, ok. Alors, ça, c'est. Ouais, pardon. Alors, du coup, ça, c'est de la syntaxe 6. Enfin, voilà. C'est de la syntaxe JavaScript maintenant. En gros, voilà, c'est de la déstructuration. Merci le développeur PHP Symfony. Du coup, là, en gros, on va dire, même ici, c'est la response. Ok. Et puis, ce que je peux faire, c'est dans response, j'ai un objet data. D'accord. Et même à l'intérieur de data, j'ai plusieurs objets. Ok. Et du coup, je vais avoir effectivement potentiellement un objet result et un objet match. Donc, je peux les traiter comme ça, ou effectivement, maintenant, en JS, je peux déstructurer directement. Donc, je dis à l'intérieur de response, je veux data. Je pourrais vouloir autre chose, la request. Voilà. Du coup, là, moi, j'ai récupéré data. Et derrière data, je vais dire encore autre chose. C'est qu'à l'intérieur de data, je veux l'objet match. Et là, il n'y en a qu'un, donc en fait, j'aurais pu effectivement juste chaîner response, point data, point match, et puis voilà. Voilà, mais cette histoire de frimer un peu en direct. Et du coup, par contre, là, si je veux par contre rajouter des trucs, là, je peux. Et ça me permet d'avoir mes constantes directement. Et en fait, là, je vais avoir trois constantes qui vont être déclarées, data, match et result. Voilà, et là, je vous ai dit, je renvoie directement match. C'est juste que par défaut, il faut renvoyer un objet de data. Et vu que je renvoie match, en fait, il va me renvoyer pas l'objet match, mais tout ce qui est à l'intérieur. Et il va les setter directement. Ça m'évite de. En fait, dans l'objet match, on voit que j'ai un team A et un team B. Ça me permet de les utiliser directement et pas si j'avais juste renvoyé mon objet match de base. J'aurais eu à faire match.team A, match.team B. C'est de la flemme. Donc ici, j'ai quoi? On va commencer par là. J'ai juste vu que team A.players, c'est un arrêt, parce qu'apparemment au tennis, du coup, ils peuvent être plusieurs sur le terrain du même côté, enfin, il y a un truc comme ça. Et du coup, on peut en avoir plusieurs. Du coup, j'itère dessus. Pour l'instant, j'ai pas eu d'exemple. Il y en avait deux dans les cas que j'ai essayé. Et pareil pour la team B. Et j'ai juste répondu par le player first name, le player last name. C'est tout. Il y a besoin d'une clé quand on fait un effort dans Vue. Donc j'ai récupéré le short name qui est une contraction des deux. Et c'est tout. Et là, ici, j'ai fait un essai avec ma route next. Donc j'ai dit next, en fait, c'est juste, vu que là, moi j'ai les IT de match chez eux, c'est une string. J'ai fait en sorte de pouvoir calculer l'IT du prochain match. Enfin, c'est juste j'itère de 1 à la fin de ma string. Donc c'est rien, c'est du JS de base, il n'y a pas d'intérêt. Et j'ai fait un premier lien via Next et un deuxième lien via Ahref Best. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Résultat. Donc là, je suis là-dessus, je reprends mon truc, j'ai bien mon on, about comme tout à l'heure, j'ai mon counter ici.
Et là, je vais partir sur ma route Roland-Garros. Et, il va se passer plusieurs trucs. Donc, je vais afficher la console. Parce que j'ai découvert un truc que je n'avais pas prévu en le faisant. Ça, pour information, c'était un href. Je ne vous l'ai pas dit, le lien qui est ici, c'est pas un Nextlink, c'est un href. Donc là, j'ai bien rechargé ma page. Il m'a fait une erreur parce que je n'avais pas d'autre reloading, j'ai rechargé ma page. Et ce que, ouais, je vous remontre. Ici, on ne voit pas l'appel API qui est fait à Roland-Garros. Pourquoi? Parce qu'elle est faite par le serveur. Non, j'utilise un navigateur qui est un peu en avance, donc effectivement, je l'ai aussi dans la console, mais on peut dans et donc, on voit que là, j'ai mon document HTML donc, que me renvoie le serveur, et du coup, on voit que c'est de l'HTML de base. Voilà, il m'a vraiment rendu toute ma requête. Et par contre, derrière, j'ai les 3 fichiers JS qui vont me servir après, après avoir tout le reste. Et c'est tout. C'est tout. Donc, j'ai aucun appel API qui a été fait, enfin, j'ai en tout cas du côté navigateur, qui a été fait à l'API de Roland-Garros. Tout s'est fait du côté serveur. Très bien. Et d'ailleurs, en fait, je me suis vu après, en faisant, en essayant de faire des exemples, etc., que heureusement que ça a été fait côté serveur, parce que si ça avait été fait côté navigateur, ça n'aurait pas marché. Pourquoi? D'où mes exemples des 2 liens ici. Ici, j'ai un Nextlink, donc je suis dans l'appli. Donc le prochain clic que je vais faire, il va faire un appel réseau à l'API de Roland-Garros via l'application JS. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais me remettre sur la console, on verra mieux. Parce qu'ils sont gentils avec leur API, mais quand même moyennement. Voilà. J'ai un problème de cross-domaine. Parce que bizarrement, Roland-Garros, ils n'ont pas autorisé Localhost 3000 de chez Emailou à taper chez eux. Et voilà, malgré toutes les relations qu'on a, on n'a pas réussi à leur faire débloquer ça. Et du coup, ça marchait bien avec Postman quand j'ai essayé, ça marchait bien du côté serveur, parce que c'est un serveur, il n'y a pas de problème. Là, c'est le navigateur qui nous met une erreur. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai 403, enfin, il fait une option, l'autre, il n'est pas du tout d'accord, il me dit non, je ne suis pas d'accord. Et du coup, impossible de charger mon appli. Donc là, on a vraiment le côté, c'est le côté browser. Le côté browser nous empêche de faire ça. Si je fais ça, c'est fait côté serveur, pas de problème. Et du coup, d'où là mon lien href derrière pour vous montrer. Là, ça marche. Pas de problème, parce qu'en fait, avec un lien href, je vais recharger toute l'application à chaque fois. Donc, c'est fait côté serveur. Et là, tout à l'heure, mon petit événement, c'était pour montrer qu'ici, on était en train de quitter la page. Donc, à chaque fois que je clique ici, j'ai ma petite console log qui me dit que voilà, j'ai juste fait un before unload. Donc, avant que la page se quitte, j'ai fait un petit console warm loading the page. Donc, ça, c'était juste pour le petit exemple parce que ça m'est arrivé en faisant l'appli. Et pour vous montrer le côté serveur et le côté browser. Et voilà, juste un exemple en fait qui marche bien là-dessus. Je crois que c'est tout. Je vous en ai déjà mis plein la tête. Et je regarde. Ça, c'était pas intéressant. J'ai fait un next generate pour voir ce qui se passait et pour le mettre sur GitHub. Donc c'est hébergé en même temps sur GitHub Pages. Là, mon petit truc. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vous ai dit que pour les routes dynamiques, du coup, ils ne pouvaient pas les calculer, ce qui est normal. Du coup, je suis venu rajouter une petite clé ici, et je lui ai dit que toutes les routes là comme ça, il fallait qu'il me les génère. Donc là, si je m'amuse à aller sur mon truc, je vais avoir la SM04, c'est une page HTML. La SM05, c'est une page HTML. La SM06, c'est une page HTML. Et la SM07, c'est un 404. Voilà. Donc, même si je fais ici, hop, je peux quitter ça. Je vais faire un next generate. Raté, avec une typo. Là, il est en train de builder, et derrière, voilà. Et derrière, on voit qu'il passe sur toutes les routes. Pour render toutes les routes, il est passé sur les 3 en question, et c'est fini. Et là, normalement, on a notre dossier. Bon, je l'avais appelé doc, juste pour pouvoir le mettre sur GitHub. Mais donc, c'est notre dossier 10. Je l'ai appelé doc parce que j'ai précisé que le directeur c'était doc.
Et là, dans Roland-Garros, on peut voir que j'ai juste mes 4, 5 fils. Et quand je regarde la page, voilà. J'ai ma page, c'est de l'HTML. Donc derrière, c'est un site statique. Maintenant, c'est un site statique où simplement, je lui ai dit, toutes ces routes-là, il va falloir les générer. Voilà. Alors, Du coup, avant les questions, merci à Christian Morano, qui est un Colombien, et qui m'a permis de forquer les slides. En fait, il avait fait des slides qui étaient très bien, et du coup, je m'en suis servi, je me suis adapté. À Tinus et à Chopin, c'est Sébastien Chopin et Alexandre Chopin, les Parisiens qui ont créé Next. Merci à Next et à tous les contributeurs. Merci à Lingaloo pour l'hébergement, la possibilité de faire ça. Le futur est en train de changer là-bas. Est-ce que vous avez des questions? je pense qu'on ne s'est pas gêné pendant la présentation. Ouais, il y en a encore derrière, donc tant mieux. Ouais, dis-moi. Attends, je crois qu'il y a un micro. Est-ce qu'il y en a un qui passe un micro ou pas? Sinon, je répète les questions. Ouais, sinon, peut-être, je pense qu'il a accès à... Allô? Ouais, parfait. Déjà, merci beaucoup. Moi, une question, c'était quand tu mets en prod, quel techno tu utilises pour faire justement les server-side rendering si tu passes pas par un Netlify ou ce genre de choses? Parce que j'ai vu qu'on pouvait le faire avec Express, mais. Derrière, c'est du Node en fait. Derrière, c'est juste il monte un serveur Node et il utilise. Pas en développement, pas effectivement quand on fait Linux. Non, en fait, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si tu regardes en fait l'après, quand je passe en prod, je vais le builder. Ouais. Je vais faire un Linux build qui va me permettre de me générer en fait un dossier Next qui est ici et qui va générer tous les trucs minifiés, etc. Là, on voit le manifeste, le vendor, le app, etc. Ce qui fait ce qu'on a vu en fait là avec le hot reloading, etc. Bon, ça, là, c'est juste Webpack qui le sort comme ça. Là, du coup, il y a le dossier avec tout ce qu'il faut dedans. Et une fois que j'ai ça, là, je fais un next start. Et là, j'ai mon serveur qui rentre. Et ça du coup, tu le lances en production. Ouais, c'est ça. Là, c'est mon serveur Node qui tourne en production. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, sur la documentation du GA, je mettais un peu cassé le temps entre le pré-rendering et le server-side rendering. Ouais, le pré-rendering, c'est juste que tu vas venir. C'est un peu ce qu'on a fait avec le Next Generate. Il y a l'appli, on dit, ben voilà, on l'a pré-render pour potentiellement que les moteurs de recherche, quand ils tapent dessus, ils trouvent quelque chose. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment, j'ai une application côté serveur. Et ça veut dire qu'il aurait fallu que je fasse côté serveur une appli, côté browser une appli. Là, je fais des components, ils se débrouillent. Merci beaucoup. Merci aussi. Une petite question de détail sur le routeur. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un fichier, donc une route avec deux paramètres? Donc pour match, ici, avoir je sais pas, le nom du match l'ID, pour avoir d'un côté un truc. Tu peux les nester. Ouais. Tu peux les nester pour faire ça. Slash, comment dire, pas slash l'ID du match, slash le slug ou quelque chose de référençable, de titre par exemple. Ouais. Et l'ID tirait simplement le. Non. Ouais, il me semblait que c'était. Non, c'est juste que tu as réussi à faire avec ton routeur personnalisé. Je t'avoue que ça me ferait pas mieux l'idée de faire un truc comme ça, mais j'essaie de trouver pourquoi. Pour avoir l'identifiant, pour être sûr de se baser là-dessus, pour avoir mais en fait, si tu changes le titre, mais en termes de référencement, avoir juste le. Ouais, mais ça, tu peux le faire du coup, parce que c'est un seul paramètre, et derrière ce paramètre-là, tu le valides. Tu as une fonction validée, ou même quand tu vas faire ton traitement derrière, ce paramètre-là, toi, tu décomposes le tiret, et puis tu fais ce que tu veux. Donc oui, alors oui, finalement, je confirme que oui, c'est possible, c'est qu'un seul paramètre au final. Ouais, tu l'as construit après. Ouais. Mais par contre, là, oui, j'ai montré avec un seul paramètre, mais par contre, des routes nestées en païenne, avec des paramètres dynamiques, ça oui, on peut. Vraiment, les deux seuls cas qui m'ont posé problème avec le routeur, c'est ceux que je vous ai dit. C'était le côté alias, redirect, c'était le fait de pouvoir et le personnaliser, parce que moi j'avais en plus une appli où je voulais faire des routes en français. Et enfin, mes routes, il fallait que mes utilisateurs, ça soit des routes en français. Et par contre, ça me faisait saigner les yeux d'avoir des dossiers en français, des pages en français, etc. Et du coup, je dis, bon, je fais mon routeur, de toute façon. Et j'avais mes alias, j'avais mes redirections, etc. Ok. Tu parles de référencement, d'ailleurs, sur ce problème-là, si tu mets la méta canonical,
tu peux gérer ça pour pas avoir de pénalités, tu vois, pour le. Mais tu vas sur les alias, un peu sur le côté multi. Ouais, Bon, possible. Après, c'est un truc. pour le coup référencement, moi, j'en ai pas eu là pour Next, j'en ai jamais eu besoin, parce que j'étais sur une appli privée, etc., métier, donc je ne me suis pas posé la question de référencement avec Next, mais j'en ai parlé parce que c'est quand même un gros point qui est proposé. Non, merci. Merci Olivier. J'aimerais savoir comment tu fais si jamais tu veux dérouler du code côté serveur sans le donner au client. Tu peux en fait, en gros, faire rajouter une API plus ou moins côté serveur ou quoi. Sans avoir besoin de rajouter une application. Enfin, est-ce Ouais, que ouais. tu dois rajouter une application? Non, en fait, tu peux gérer ça. J'ai jamais utilisé, j'en ai pas parlé, mais enfin j'en ai parlé, je l'ai pas marqué, mais j'en ai parlé. Tu as des middleware connect que, en fait, je sais que dans le dossier, dans le fichier de config, tu peux rajouter des fonctions voilà, des fonctions ou quoi, et ça va être ton appli. Derrière, c'est juste, il va le mettre par rapport à son serveur lui, et ça fait ta route de ton serveur. Et tu fais ce que tu veux, tu peux t'en servir pour faire une API, tu peux faire ce que tu veux. Et on peut l'utiliser aussi dans le async data, c'est-à-dire qu'il veut rechercher. Ouais, bien sûr. Après, tu tapes dessus les captchas. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais il y a plein d'exemples, même sur leur doc, qui font ça. Voilà. Je pense que Pas d'autres tout le monde est questions. content. Ok, merci. Du coup, vu qu'on a un timing parfait, les pizzas arrivent dans 2 minutes et le flux est changé. Donc, voilà, venez discuter, venez manger. Et merci de votre attention. Allez, c'est parti. Canada,